Allons plus loin avec notre invité en plateau, Douglas Yates. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes professeur à l'université de Cergy Paris. Vous êtes également enseignant en relations internationales et en politiques africaines. On signale le dernier livre. Alors c'est en anglais, hein? Oui. Bientôt traduit ou pas? J'aimerais bien. Theories of Dynastic Rule. C'est paru chez Routledge Éditions. Merci en tout cas d'être ici. D'abord, quel bilan est-ce que vous tirez du président sortant Tinubu? Croissance de 4% en 2025, une inflation divisée par 2 en un an. Bon, ce sont des chiffres plutôt élogieux. Oui, il a promis beaucoup en être élu comme homme d'affaires, comme Nigerian businessman, mais finalement, il était empêché de poursuivre toutes ses réformes. Il a dévalué le Naira, la monnaie locale, nigérienne, pour des raisons macroéconomiques, mais finalement, ça mange des épargnes des Nigériennes. Il avait arrêté des subventions aux consommateurs de pétrole. Nigeria est un grand producteur de pétrole et donc il semble un peu bizarre qu'il a coupé ça, mais c'est budgétaire. Mais c'est une manière d'assainir les finances publiques du Nigeria. Il disait que c'était des réformes certes impopulaires, mais nécessaires. Et si les choses avaient marché bien, les Nigériens n'auraient pas souffert trop. Mais avec l'inflation mondiale, avec la guerre en Ukraine qui flambe les prix, avec les montées des prix de pétrole nigérien, qui était un grand producteur de pétrole, mais en fait est devenu un grand consommateur des produits dérivés de pétrole, les gens ont souffert. Et c'est ça. On a un bon bilan global macroéconomique, 4%, mais au niveau de la petite Nigérienne... Ça veut dire que ça ne se traduit pas dans la vie quotidienne des Nigérians. La Banque mondiale dit que la pauvreté a explosé. 61% de la population vit sous le seuil de pauvreté en 2025. Elle n'était que 40% que, entre guillemets, en 2019. L'élection, elle se jouera sur l'économie, selon vous? Well, il y a deux façons de voir ça. Oui, si vous voyez les sondages, 3/4 des Nigériens disent qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. Mais finalement, les élections nigériennes jouent beaucoup sur l'histoire des grands partis et des personnages. Et donc, on a 3 personnages qui vont se présenter. C'est les mêmes dans la dernière élection en 2023. Et finalement, les batailles électorales devenue une force indépendante des structures économiques. Tout le monde est mécontent avec l'économie, mais finalement, vous votez région, nord-sud, vous votez ethnicité, Niger Delta, de Hausa, Fulani, et vous votez pour ou contre le régime en place. Et alors, le président Tinubu est-il bien placé pour rempiler dans ces conditions-là? Les sondages n'ont pas produit pour l'instant le course des chevaux, les résultats. Mais on voit qu'il est bien placé d'abord qu'un effet de le sortant. Quand un sortant en Afrique se présente pour les élections, la probabilité qu'il gagne. Il y a beaucoup de raisons pour cela. Principalement, les autres gens qui l'entourent voient dans leur propre entrée de le soutenir. Il vient de le grand parti APC, qui a une majorité dans le législateur, qui contrôle la plupart des 36 États. Mais est-ce qu'ils peuvent soutenir une campagne pendant un an en face de la grande inflation, en face des politiques impopulaires? C'est pas certain. Et les choses qui déclenchent son victoire, c'est la division de l'opposition. Alors parlons de l'opposition. Je lisais qu'il y avait 19 candidats dont 3 femmes, mais selon vous, il y a 3 grands blocs, 3 candidats finalement qui vont se faire face. Oui, la multitude de candidats n'a aucune importance. On a 3 candidats dans cette élection. On a Tinubu, le gagnant, qui a gagné avec 36% la dernière fois. Pas une majorité, mais suffisant pour être le numéro 1. Derrière lui, Atiku Abubakar. C'est un nom familier peut-être aux gens qui regardent France 24 parce que c'est l'ancien vice-président de Olusegun Obasanjo. Et il était avec le deuxième grand parti du pays, le PDP. Et lui va se présenter. Il a présenté 6 fois pour président. Il est perdant 6 fois. Peut-être 7 fois c'est possible. Il avait 29% la dernière fois. Et finalement, Peter Obi, qui était ancien gouverneur dans le delta Niger et qui a un grand soutien parmi les jeunesses. Obi
et Abu Bakr auraient dû former une alliance. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas uni leurs forces. Non. Alors ça, c'est vrai que c'est incompréhensible stratégiquement, politiquement. Pourquoi? On peut dire d'abord parce qu'Obi voit son chance. Il était un gouverneur, il n'était jamais dans le capital. Il n'avait pas son chance de jouer au niveau national. Mais aussi, il représente des forces un peu sécessionnistes. Le delta du Niger était la source de pétrole et longtemps opprimé par les gens du Nord pendant le régime militaire qui était en Nigeria. Et peut-être aussi le fait qu'Abou Bakr était nordiste et lui est sudiste. On sent c'est difficile le mariage. Les lignes de fraction. Une dernière question, Douglas Yates, sur l'autre sujet qui inquiète les Nigérians, et on en parle presque chaque jour sur France 24, l'insécurité, que ce soit dans le nord, dans le centre, dans le sud. Il y a toujours des bilans catastrophiques, que ce soit de la responsabilité des groupes djihadistes ou des gangs, ou alors des affrontements entre communautés. Comment est-ce que le Nigeria en arrive à un tel niveau de violence? Well, ça c'est un petit à petit. D'abord avec le régime militaire qui avait commencé les cycles de violence dans le sud. Ça continue dans le delta du Niger avec un mouvement des Indigenous Peoples of Biafra. On avait dans le nord-est Boko Haram les insurgences djihadistes qui étaient cultivées en partie à cause du grand neglect des régions du nord-est et dans le nord-ouest le banditisme qui est développé à cause du changement climatique. Mais ça s'accentue alors? Oui, les transhumances a fait que beaucoup de peuples dans le nord-ouest ne peuvent pas soutenir leurs besoins. Ils ont allé dans la criminalité. Et ça va jouer dans les élections. Et 45% des Nigériens, dans un sondage récent, ont indiqué qu'ils ont peur de violences post-électorales en Nigerie. Il y a une insurrection djihadiste dans le nord qui a poussé les Américains à intervenir, bien sûr au nom de la lutte contre les djihadistes, mais aussi au nom de la lutte pour protéger et pour soutenir les chrétiens. Est-ce que c'est un vrai débat, ça? Non, il y a un problème nord-sud en Nigerie comme dans tout l'ouest d'Afrique. Mais les accusations de Donald Trump qui Bola Tinubu, qui est sudiste, ne protège pas les chrétiens, c'est complètement faux. Le problème, c'est Nigeria, l'État central ne peut pas protéger ses citoyens contre la criminalité. Merci beaucoup, Merci. Douglas Yates, d'être venu nous éclairer sur cette campagne qui s'ouvre aujourd'hui. Mais bon, l'élection aura lieu beaucoup plus tard, dans 5 mois, en janvier. Bon, ils prennent leur temps, les Nigérians, ils ont raison, comme en France. Merci encore. Theories of Dynastic Rule, si vous parlez en anglais. Merci encore.